Le millionnaire voit son ex-femme vendre des fleurs dans la rue avec des triplés identiques et il s'approche et reste figé. Paris brillait sous les derniers rayons du soleil, mais Nicolas Durand ne voyait rien de cette beauté. Debout devant la baie vitrée de son bureau au 23e étage, il contemplait la tour Eiffel qui scintillait au loin comme une promesse qu'il n'avait jamais tenue. 33 ans, costume sur mesure, montre suisse au poignet, tout ce qu'il fallait pour paraître heureux. Pourtant, son reflet dans le verre lui renvoyait l'image d'un homme creusé de l'intérieur. Monsieur Durand, la voix de son assistante le tira de ses pensées. La réunion avec les investisseurs japonais est dans 10 minutes. Il hocha la tête sans se retourner. J'arrive, Véronique. Merci. La porte se referma en douceur. Nicolas desserra sa cravate et soupira. Encore une réunion. Encore des chiffres. Des graphiques. Des poignées de main. Encore cette vie qui ressemblait de plus en plus à un décor vide. 7 ans. 7 putains d'années qu'il portait ce poids. La réunion se déroula comme d'habitude. Sourire professionnel. Projection financière. Accord tacite. Nicolas jouait son rôle à la perfection. Celui du jeune entrepreneur brillant qui avait gravi tous les échelons. Personne ne voyait les fissures. Personne ne savait que chaque succès creusait un peu plus le vide. À 23 heures, il quitta enfin les bureaux. Les couloirs étaient déserts. Ses pas résonnèrent sur le marbre. Dehors, Paris vivait sa vie nocturne. Mais Nicolas rentra directement dans son appartement du 16e arrondissement. Un 3 pièces moderne, épuré, froid. Les magazines de déco l'auraient adoré. Lui s'y sentait comme dans une salle d'attente. Il se servit un whisky qu'il ne but pas, alluma la télé qu'il n'écouta pas. Ses pensées tournaient en boucle, comme tous les soirs depuis des semaines. Quelque chose s'était fissuré récemment, une armure invisible qu'il avait passé 7 ans à construire. Peut-être l'âge, peut-être la fatigue, peut-être juste le fait qu'on ne peut pas fuir éternellement. Minuit passa, Nicolas se leva, incapable de tenir en place. Il erra dans l'appartement jusqu'à la chambre d'amis qu'il n'utilisait jamais. Au fond du placard, derrière des cartons de vieux dossiers, il y avait cette boîte, une simple boîte en carton qu'il n'avait pas ouverte depuis son déménagement à Paris. Ses mains tremblèrent en soulevant le couvercle. Des photos, des billets de train, un bracelet en tissu d'un festival de musique, et là, sur le dessus, cette photo qui lui coupa le souffle. Amélie, 21 ans, cheveux au vent, sourire éclatant. Ils étaient à Lyon, sur les quais de la Saône. Elle tenait un cornet de glace et riait à quelque chose qu'il venait de dire. Il se souvenait de cet instant avec une clarté douloureuse. C'était 2 mois avant qu'elle lui annonce sa grossesse. 2 mois avant qu'il devienne le pire des lâches. Nicolas s'assit par terre, le dos contre le mur. La photo entre les doigts, les souvenirs déferlèrent, impitoyables. « Nico, je suis enceinte. » Le silence qui avait suivi, son visage à elle qui passait de l'espoir à l'incompréhension puis à la terreur. « Dis quelque chose, putain. » Mais il n'avait rien dit, pas ce jour-là. Il avait marmonné qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il ne s'y attendait pas. Comme si elle s'y était attendue, 3 jours plus tard. Son père l'avait appelé. Un poste incroyable à Londres, dans une société de conseil prestigieuse, l'opportunité de sa vie. Il fallait partir vite, très vite, et Nicolas avait choisi. Il avait choisi l'avion pour Londres, plutôt que l'appartement minuscule à Lyon. Il avait choisi l'ambition plutôt que la responsabilité. Il avait choisi de disparaître. La photo glissa de ses mains. Nicolas enfouit son visage dans ses paumes. La culpabilité qu'il avait réussi à enfouir sous des années de travail acharné remontait d'un coup, brûlante et insupportable. Qu'était-elle devenue? Avait-elle gardé l'enfant? Bien sûr qu'elle l'avait gardé. Amélie n'était pas du genre à abandonner. Elle, contrairement à lui, il passa le reste de la nuit éveillé, la boîte ouverte devant lui comme une accusation silencieuse. À l'aube, une décision s'était imposée. Il devait savoir. Il ne pouvait plus vivre dans cette incertitude, dans ce mensonge quotidien qu'il s'infligeait. Les jours suivants furent frénétiques. Nicolas engagea un détective privé, discret, efficace, cher. Il donna le peu d'informations qu'il avait. Amélie Rousseau, née le 14 mars 1997, dernière adresse connue à Lyon, il fouilla Facebook, Instagram, LinkedIn, rien, comme si elle s'était volatilisée. Elle n'a probablement pas de réseaux sociaux, expliqua le détective lors de leur 2e rendez-vous.
Beaucoup de gens vivent encore hors ligne. Vous savez, ça complique les recherches, mais c'est pas impossible. 2 semaines passèrent, puis 3. Nicolas devenait fou. Il ne dormait plus, travaillait machinalement, sursautait à chaque appel. Ses collègues commençaient à remarquer les cernes, les absences mentales pendant les réunions. Puis, enfin, le coup de fil. « Monsieur Durand, j'ai quelque chose, c'est pas grand-chose, mais c'est une piste. Une certaine Amélie Rousseau vend des fleurs sur la place Bellecour à Lyon. Ça correspond à l'âge. Je peux pas vous garantir que c'est elle, mais... » Nicolas raccrocha et réserva immédiatement un billet de train pour Lyon, le lendemain matin, 1re classe, comme si le confort du voyage pouvait atténuer l'angoisse qui lui tordait les tripes. Cette nuit-là, allongé dans son lit luxueux, Nicolas fixa le plafond. Dans moins de 24 heures, il serait à Lyon. Il la verrait peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que ce serait une autre Amélie, une erreur du détective, une fausse piste de plus. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait que non. Quelque chose lui disait que le destin, ce salaud capricieux, avait décidé qu'il était temps de payer l'addition. Il ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Seulement le visage d'Amélie, son sourire sur cette photo jaunie, et cette question qui tournait en boucle, est-ce qu'on mérite vraiment une seconde chance quand on a tout gâché la première fois? Le train pour Lyon partait à 8h du matin, Nicolas était prêt, le réveil sonna à 5h30, Amélie tendit le bras et l'éteignit d'un geste automatique. Les yeux encore fermés, encore une nuit trop courte. Combien d'heures cette fois? 4, peut-être 5. Pas assez, jamais assez. Elle se leva quand même, parce que c'est ce qu'on fait quand on est mère. On se lève même quand le corps supplie de rester au lit. On se lève parce que 3 paires de petits pieds vont bientôt tambouriner dans le couloir, parce qu'il y a des tartines à préparer et des cartables à vérifier. La salle de bain était minuscule, le miroir piqué de taches grises. Amélie s'aspergea le visage d'eau froide et contempla son reflet. 28 ans, mais certains matins elle en paraissait 10 de plus. Les cheveux châtains attachés en queue de cheval, les cernes maquillées à la va-vite, le sourire qu'elle plaquait même quand elle n'en avait pas envie. « Maman !» La voix venait de la chambre du fond. Amélie enfila son jean et son pull fatigué avant de se diriger vers le repère de ses 3 tornades. « Coucou mes amours, on se réveille. » Léa, Mathéo et Jules, 6 ans tous les 3, nés le même jour à 3 minutes d'intervalle. 3 personnalités diamétralement opposées dans des corps identiques au premier coup d'œil. Léa, la bavarde, sautait déjà sur son lit. Mathéo, le calme, émergeait doucement, les cheveux en bataille. Jules, le protecteur, s'était déjà levé et tentait d'enfiler ses chaussettes à l'envers. « T'as fait un cauchemar cette nuit, maman ?» demanda Léa en lui sautant dans les bras. Amélie la serra fort, trop fort peut-être. « Non ma chérie, pourquoi ? Parce que j'ai entendu pleurer. » C'était peut-être la voisine. « Allez, on va déjeuner. » Dernier debout à une chaussette trouée. Les rires fusèrent et la matinée se déroula dans le chaos habituel. Cornflakes renversés, dispute pour savoir qui prenait la douche en premier, cartable qu'on ne retrouvait plus. À 7h45, Amélie les accompagna jusqu'à l'école primaire du quartier de la Guillotière. Elle embrassa 3 fois 3 têtes blondes et les regarda disparaître dans la cour. Puis, elle inspira profondément et se dirigea vers le marché aux fleurs. Son « commerce », comme elle l'appelait avec ironie, consistait en un vieux chariot métallique acheté d'occasion, quelques seaux en plastique et une bâche déchirée pour les jours de pluie. Rien de glorieux, mais c'était à elle, Maurice, le grossiste du marché de gros, la salua d'un hochement de tête. « Salut petite », les habituels. « Ouais, des roses, des œillets. Et si t'as des tournesols pas trop chers, je prends. Pour toi, je fais un prix, t'es ma meilleure cliente. » Amélie sourit faiblement. « Je suis ta seule cliente à venir aussitôt, Maurice. » Raison de plus. Elle chargea les fleurs dans son chariot, paya avec l'argent soigneusement compté la veille, et se mit en route vers la place Bellecour. Le trajet prenait 20 minutes à pied en poussant le chariot bancal, les roues grinçaient, une menace les piétons pressés, mais elle connaissait le chemin par cœur. À 9h, elle était installée, son spot habituel, près de la fontaine, juste assez passant sans être envahie par les autres vendeurs. Elle disposa les fleurs par couleur, rectifia les étiquettes des prix et attendit. Les premiers clients arrivèrent vers 10h,
une vieille dame qui achetait des œillets blancs tous les jeudis pour son mari décédé, un jeune homme nerveux qui cherchait des roses rouges pour se faire pardonner une connerie, Amélie ne posait jamais de questions. Elle voyait tout de suite ce genre de client. Une touriste japonaise qui voulait quelque chose de typiquement français. Et repartit avec un bouquet de lavande, à 13h. Elle avait vendu pour 45 €. Pas terrible. Il faudrait vendre beaucoup plus pour payer le loyer de la semaine prochaine. Mais bon, on verrait bien. Elle grignota un sandwich acheté à la boulangerie du coin, jambon beurre, le moins cher, et but un café froid dans un gobelet en carton. Assise sur le rebord de la fontaine, elle observa les gens passer, des couples qui se tenèrent la main, des familles complètes, des pères qui portèrent leurs enfants sur les épaules. Un pincement familier lui serra la poitrine. Elle le repoussa, comme d'habitude. L'après-midi fut plus calme, quelques ventes sporadiques, beaucoup d'attentes. Amélie en profita pour refaire les bouquets défraîchis, changer l'eau des seaux, sourire aux passants indifférents. Vers 16h, elle reçut un message de l'école. Jules s'était battu dans la cour, rien de grave, mais il fallait qu'elle passe. Elle ferma boutique en vitesse, laissa le chariot chez Maurice qui accepta de le surveiller, et courut jusqu'à l'école. Jules l'attendait dans le bureau de la directrice. Bras croisés, regard buté. Il a frappé Théo parce qu'il a dit que t'étais pauvre, expliqua la directrice avec un mélange de reproche et de compassion. Amélie s'agenouilla devant son fils. On en parle à la maison, d'accord. Sur le chemin du retour, Jules marchait 3 pas derrière, la tête basse. Amélie ralentit pour se mettre à son niveau. Mon cœur, regarde-moi. Il leva des yeux rougis. C'est vrai qu'on est pauvre. Le mot la gifla. On n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais on a tout ce dont on a besoin. On a un toit, à manger, et surtout, on s'anoue. Mais pourquoi on n'a pas de papa comme les autres? Voilà. La question qui revenait toujours, sous différentes formes, avec différentes intonations, Amélie prit une longue inspiration. Parce que parfois les papas, ils ne peuvent pas rester. Mais ça veut pas dire qu'ils vous aimaient pas. Ça veut juste dire que... Elle s'interrompit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Au juste. Qu'elle avait été trop conne pour voir qu'il se barrerait à la première occasion. Qu'elle avait été naïve de croire aux promesses murmurées dans le noir. Ça veut dire qu'on fait avec ce qu'on a, continua-t-elle doucement. Et ce qu'on a, c'est énorme. On a l'amour les uns des autres. Jules hocha la tête sans conviction. Amélie lui prit la main et ils rentrèrent en silence. Le soir, après avoir couché les 3 monstres, Amélie s'effondra sur le canapé défoncé du salon. La télé était allumée, mais elle ne la regardait pas vraiment. Ses pensées dérivaient, comme souvent quand la fatigue prenait le dessus. 7 ans qu'elle vivait comme ça. Les premières années avaient été un cauchemar. Enceinte et seule, la famille qui l'avait plus ou moins lâchée après le scandale. Les fins de mois impossibles. Elle avait tenu grâce à l'aide sociale, quelques petits boulots, et surtout grâce à ses enfants. Parce que quand on a 3 bébés qui vous regardent, comme si vous étiez leur univers entier, on n'a pas le droit de craquer. Alors elle n'avait pas craqué. Elle s'était relevée, encore et encore. Elle avait trouvé ce chariot de fleurs, construit une routine, appris à sourire même quand tout faisait mal. Pour eux, Amélie ferma les yeux. Quelque part dans un tiroir de sa chambre, il y avait une photo d'elle et Nicolas. Elle ne l'avait pas regardé depuis des années. Pas besoin. Son visage était gravé dans sa mémoire comme une cicatrice qui refuse de s'effacer. Salaud, pensa-t-elle sans réelle colère. Juste une constatation fatiguée. Demain serait un autre jour. Elle se lèverait à 5h30, préparerait 3 déjeuners, vendrait des fleurs à des inconnus, paierait les factures en retard, et elle tiendrait, parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle se leva, éteignit la télé, et alla se coucher. Le TGV entra en gare de Lyon-Pardieu à 14h30 précise. Nicolas descendit sur le quai avec une valise qu'il n'avait même pas défaite et un nœud dans l'estomac qui ne l'avait pas quitté depuis Paris, 7 ans. 7 putains d'années qu'il n'avait pas mis les pieds dans cette ville. Tout lui semblait à la fois familier et étranger. Les mêmes annonces nasillards dans les haut-parleurs, la même odeur de café et de viennoiserie à la sortie, mais quelque chose avait changé. Ou peut-être que c'était lui qui avait changé. Il prit un taxi jusqu'à son hôtel, un 4 étoiles dans le 2e arrondissement, parce qu'il ne savait plus faire autrement que choisir le confort. Dans sa chambre impersonnelle, il posa sa valise et contempla Lyon par la fenêtre. Quelque part là-bas, dans ces rues, elle vendait peut-être des fleurs.
Si c'est bien elle. Nicolas passa l'après-midi à tourner en rond. Il essaya de travailler sur son ordinateur, répondit à quelques mails, puis abandonna. Impossible de se concentrer. À 18h, il sortit marcher au hasard, les mains dans les poches, le col de son manteau relevé contre le vent d'automne. Le lendemain matin, il se réveilla avec la gueule de bois alors qu'il n'avait pas bu. Juste l'angoisse qui lui retournait les tripes. Il descendit prendre un petit déjeuner qu'il ne toucha pas, puis demanda à la réception comment se rendre place Bellecour. « À pied, c'est 20 minutes, monsieur, ou 10 minutes sans métro. » Nicolas choisit la marche, histoire de retarder l'inévitable. La place Bellecour grouillait de monde, touristes, lyonnais pressés, vendeurs ambulants. Nicolas s'arrêta au milieu de l'esplanade, complètement perdu. Il ne savait même pas par où commencer. Le détective avait dit « près de la fontaine ». Mais quelle fontaine? Il y en avait plusieurs. Il erra une bonne heure sans rien voir d'intéressant. Pas de vendeuse de fleurs, juste des stands de crêpes, de bijoux fantaisie, de cartes postales. La frustration montait. Peut-être qu'elle ne venait que certains jours. Peut-être que c'était une fausse piste. Encore une, à 13h, il abandonna. Il avait rendez-vous avec un ancien client lyonnais, un prétexte qu'il s'était inventé pour justifier le voyage. La réunion se déroula dans un café chic près de la Confluence. Son interlocuteur parla chiffres et stratégies pendant 1 heure. Nicolas acquiesça mécaniquement, l'esprit ailleurs. Quand il ressortit, le ciel s'était couvert. Des nuages gris et lourds promettèrent la pluie. Nicolas marcha sans but précis. Laissant ses pas le guider, il longea les quais du Rhône, traversa un pont, se perdit dans des ruelles qu'il ne reconnaissait pas, et puis, ce fut l'odeur, du jasmin, puissant, entêtant, impossible à ignorer. Nicolas s'arrêta net. Il tourna la tête et la vit, à 20 mètres de lui, sur une petite place qu'il n'avait même pas remarquée, il y avait un chariot métallique couvert de fleurs, et derrière ce chariot, une silhouette féminine penchée sur un seau, arrangeant des tournesols. Le monde bascula. Nicolas ne respirait plus. Il ne pouvait pas bouger, comme si ses pieds avaient fondu dans le bitume. La femme se redressa, repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, et c'est à ce moment-là qu'il la vit vraiment. Amélie, 7 ans avaient passé, mais il l'aurait reconnue entre 1000. Les cheveux un peu plus longs, attachés en queue de cheval négligée, le visage plus fatigué, marqué par quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Mais c'était elle, ses yeux noisettes, la forme de sa bouche, la façon dont elle penchait légèrement la tête quand elle réfléchissait, et autour d'elle, 3 enfants. Nicolas sentit ses genoux fléchir. 3 enfants, 3 petits blonds qui couraient entre les seaux de fleurs, riant et se chamaillant. Une fillette tenait un bouquet de marguerites trop grand pour elle. Les 2 garçons se disputaient pour savoir qui arrangerait les roses. Mes enfants, le choc fut si violent qu'il dut s'appuyer contre un mur. C'était une chose de savoir intellectuellement qu'elle avait été enceinte. C'en était une autre de voir ces petits êtres en chair et en os. Ces enfants, une partie de lui qui courait et riait à 20 mètres, complètement ignorant de son existence. Amélie leva soudain les yeux. Peut-être avait-elle senti un regard, peut-être le hasard. Leurs yeux se croisèrent. Elle se figea. Le bouquet qu'elle tenait tomba au sol. Nicolas vit son visage passer par toute une gamme d'émotions en 3 secondes. Surprise, incrédulité, puis quelque chose de dur et de fermé. Une muraille instantanée. Il fallait qu'il bouge, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais ses jambes refusaient d'obéir et sa gorge était nouée. Finalement, ce fut Amélie qui détourna le regard la première. Elle ramassa le bouquet tombé, murmura quelque chose aux enfants qui la regardaient avec curiosité. « Vas-y, bouge, putain, bouge !» Nicolas se força à avancer. Chaque pas lui coûtait une éternité. Quand il arriva devant le chariot, Amélie lui tournait à moitié le dos, occupée à remettre de l'eau dans un seau. Les enfants s'étaient tus et l'observaient avec de grands yeux. « Bonjour », dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas. « J'aimerais des fleurs. » Amélie ne se retourna pas tout de suite. Quand elle le fit, son visage était un masque parfait, neutre, impénétrable. Quelle fleur! Sa voix, bon Dieu, sa voix, un peu plus grave qu'avant, un peu plus fatiguée. Mais c'était elle. Je sais pas. Des belles, pour... Il chercha désespérément une excuse. Pour une amie, quel budget, ça m'est égal.
Amélie le dévisagea une seconde de trop, puis se tourna vers les seaux. Ses mains tremblaient légèrement en sélectionnant des roses, des œillets, quelques brins de lavande. Elle confectionna un bouquet en silence, efficace, professionnel. Les enfants continuaient de fixer Nicolas avec une curiosité qui lui transperçait le cœur. 20 €, dit-elle en lui tendant le bouquet sans le regarder. Nicolas sortit un billet de 50. « Gardez la monnaie. J'ai pas besoin de charité. »« C'est pas de la charité, c'est 20 €, répéta-t-elle d'une voix coupante. Elle lui rendit 30 €. Leurs doigts se frôlèrent une fraction de seconde. Amélie retira sa main comme si elle s'était brûlée. Nicolas tenait le bouquet comme un con, incapable de partir, incapable de rester. Il fallait qu'il dise quelque chose, qu'il crève cet abcès, mais les enfants étaient un là, et Amélie avait ce regard qui disait clairement « Barre-toi. Amélie, va-t'en. Je peux. Est-ce que je peux te parler? Juste 5 minutes. Y a rien à dire. S'il te plaît. » Elle le fusilla du regard, puis elle attrapa un stylo et un bout de papier froissé sur son chariot. Elle griffonna un numéro et le lui tendit d'un geste brusque. « Ah, appelle-moi, pas ici. » Nicolas prit le papier comme on prend une bouée de sauvetage. « Merci, Merci. » Il recula, faillit trébucher sur le rebord du trottoir. Les 3 enfants le fixaient toujours. La fillette pencha la tête sur le côté. « Maman ? C'est qui le monsieur ? Personne, ma chérie. Un client. Personne. » Le mot lui fit plus mal qu'un coup de poing. Mais qu'est-ce qu'il espérait ? Qu'elle le présenterait comme quoi ? Voilà les enfants. C'est votre papa qui nous a abandonnés. Nicolas s'éloigna d'un pas mécanique, serrant le bouquet et le papier comme si sa vie en dépendait. Il marcha sans voir où il allait, bousculant les passants, sourd au klaxon. Quand il réalisa où il était, il se trouvait de nouveau sur les quais du Rhône. Il s'assit sur un banc, les jambes coupées, le souffle court. Le papier froissé dans sa main portait 10 chiffres griffonnés à la hâte, 10 chiffres qui étaient peut-être sa dernière chance. Il sortit son téléphone, enregistra le numéro et le contempla un long moment. Ses mains tremblaient toujours. 3 enfants. Nom de Dieu. 3. Nicolas appela 3 fois. 3 fois. Amélie ne décrocha pas. Le premier soir, il laissa un message maladroit. « C'est moi, Nicolas. Rappelle-moi s'il te plaît. » Le deuxième jour, il n'osa rien dire et raccrocha avant le bip. Le troisième jour, il envoya un SMS. « On peut se voir. Je t'en supplie. » La réponse arriva 2 heures plus tard. Demain, 14 heures, café près du parc de la Tête d'Or, celui avec la terrasse verte. Nicolas ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain, il arriva avec 21 minutes d'avance. Le café était petit, discret, niché dans une rue calme bordée d'arbres. Quelques tables en terrasse malgré le froid d'octobre. Nicolas s'installa à l'intérieur, près de la fenêtre, commanda un café qu'il ne but pas. Ses mains tremblaient. À 14 heures précises, elle poussa la porte. Amélie portait un jean délavé, un pull trop grand et une veste en jean fatiguée. Pas de maquillage, les cheveux détachés pour une fois. Elle était belle, tellement belle que ça lui fit mal. Elle le repéra, hésita une seconde, puis se dirigea vers lui d'une démarche raide. Nicolas se leva maladroitement, ne sachant pas s'il devait lui faire la bise, lui serrer la main, ou juste rester planté là comme un con. Elle s'assit sans le saluer. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il. « Un café ?» Il fit signe au serveur. Un silence pesant s'installa. Amélie regardait par la fenêtre, les mâchoires serrées. Nicolas cherchait ses mots, incapable de trouver le bon point de départ. « Comment tu m'as retrouvé ?» finit-elle par demander. « Un détective, j'ai cherché pendant des semaines. » « Pourquoi ?» La question le gifla. « Pourquoi ?» Parce que je pouvais plus vivre sans savoir. » Elle le regarda enfin, et ce qu'il vit dans ses yeux le pulvérisa. Du mépris, de la douleur, et quelque chose d'épuisé qui ressemblait à de la résignation. « Ça t'a pris 7 ans pour avoir une conscience. » « Amélie, non, ferme-la, c'est moi qui parle d'abord. » Le café arriva, elle but une gorgée, les mains crispées autour de la tasse comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « T'as disparu, » commença-t-elle d'une voix blanche. « Du jour au lendemain. J'étais enceinte de 2 mois et toi tu t'es barrée à Londres sans te retourner. Tu sais ce que ça fait. » Nicolas ouvrit la bouche, mais elle continua. « J'ai essayé de te joindre. Pendant des semaines, t'as changé de numéro, effacé tes réseaux, comme si j'avais jamais existé. J'étais là, avec un ventre qui grossissait, sans boulot,
Mes parents qui me regardaient, comme si j'avais gâché ma vie. Et toi, tu... Sa voix se brisa. Elle respira profondément, refusant de pleurer. Puis l'échographie des 3 mois est arrivée. Et là, devine quoi? Le médecin m'annonce que c'est pas un bébé. C'est 3 putains de bébés. Nicolas, des triplés. Nicolas sentit le sol se dérober sous lui. 3, bon Dieu, j'ai failli avorter, continua-t-elle d'une voix détachée. J'avais pas d'argent, pas de soutien, rien. Le médecin m'a expliqué les risques d'une grossesse multiple. Ma mère m'a dit que c'était de la folie de les garder, mais je pouvais pas. Alors je les ai gardés toutes seules. Les larmes coulaient maintenant, silencieuses, implacables. J'ai accouché à 7 mois, prématuré tous les 3. 2 mois en néonat. Tu sais ce que c'est de voir tes bébés sous perfusion, si petits qu'ils tiennent dans ta main, en te demandant tous les jours s'ils vont survivre. Non, tu sais pas, parce que t'étais pas là. Amélie, Laisse-moi finir. Nicolas se tut, les poings serrés, le cœur en miettes. Les premières années, je dormais 3 heures par nuit. 3 bébés qui pleurent en décalé. C'est l'enfer. J'ai fait tous les petits boulots possibles. Ménage, garde d'enfants, livraison. J'avais une voisine qui les gardait quand je bossais. J'ai survécu grâce aux aides sociales et à la bouffe de la Croix-Rouge. Elle essuya rageusement ses larmes. Ils ont fait leur premier pas sans que t'en saches rien. Leurs premiers mots, leur première rentrée scolaire, leurs 6 ans, tout. T'as raté tout, Nicolas. Et maintenant tu débarques avec ton costume à 1000 balles et tu veux quoi? Mon pardon? Je sais pas, juste... savoir, essayer de réparer. Réparer. Elle eut un rire amer. Y a rien à réparer. C'est cassé pour toujours. Le silence retomba. Lourd, suffocant. Nicolas fixait ses mains, incapable de soutenir son regard. Ce sont mes enfants, murmura-t-il finalement. Mes enfants, corrigea-t-elle durement. Mes enfants que j'ai portés, mis au monde, nourris, élevés. T'es juste un donneur de sperme qui s'est barré. Le coup porta. Mais il le méritait. Tu leur as parlé de moi. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je leur dirais? Que leur père nous a abandonnés parce que sa carrière était plus importante. C'était pas... Il s'interrompit. Si, c'était exactement ça. Il posa parfois des questions, dit Amélie plus doucement. Pourquoi ils ont pas de papa comme les copains? Je leur dis que... Je sais pas. Que les choses se sont pas passées comme prévu. Qu'on s'aime nous 4 et que ça suffit. Est-ce que ça suffit? Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts jouaient nerveusement avec sa tasse vide. On se débrouille. C'est pas facile. Le loyer, les factures, les fournitures scolaires pour 3. Mais je leur offre ce que je peux. De l'amour, de la stabilité. Ils sont heureux. Et toi? Quoi, moi? T'es heureuse? Amélie le regarda longuement. C'est quoi cette question? Je veux savoir si t'es heureuse, si t'as... Quelqu'un? Elle rit amèrement. J'ai 3 gamins de 6 ans et un chariot de fleurs. J'ai pas le temps d'être heureuse, Nicolas. Je survis. Le mot résonna comme une accusation. Nicolas se sentit encore plus misérable. Je voudrais... Il prit une grande inspiration. Je voudrais les connaître, les enfants. Pas tout de suite. Je sais que c'est compliqué, mais... Progressivement. Si tu veux bien. Amélie se raidit. Pourquoi faire? Parce que c'est mes enfants. Parce que j'ai raté 7 ans et que je veux pas rater le reste. Et si je dis non, alors je respecterai ta décision. Il la regarda dans les yeux. Mais je te demande d'y réfléchir, s'il te plaît. Elle détourna le regard. Visiblement déchirée, 1 minute entière passa. Je sais pas, finit-elle par murmurer. Je sais vraiment pas. Ils sont fragiles. Ils commencent à peine à avoir une vie stable et tu débarques comme ça. Je ferai ce que tu voudras, à ton rythme, avec tes règles. Amélie ferma les yeux quand elle les rouvrit. Il y avait quelque chose de différent. Pas du pardon, mais peut-être une fissure dans la muraille. Laisse-moi réfléchir. 1 semaine, je te dirai. D'accord. Elle se leva, prit son sac. Nicolas bondit sur ses pieds. Amélie, attends. Elle se retourna. Je suis désolée. Je sais que ça change rien. Que c'est trop peu et trop tard, mais... Je suis tellement désolée. Pour tout. Elle le dévisagea longuement. Il crut voir quelque chose se briser dans son regard. Ouais, moi aussi je suis désolée d'avoir cru que tu resterais. Elle sortit sans se retourner. Nicolas resta planté là, au milieu du café.
sous le regard curieux du serveur. Puis il se rassit lourdement, la tête dans les mains. 1 semaine, 7 jours pour qu'elle décide si elle lui donnait une chance. 7 jours qui allaient être les plus longs de sa vie. Il sortit son téléphone, regarda la photo qu'il avait discrètement prise la veille sur la place. Floue, prise de loin, mais on distinguait Amélie et les 3 enfants autour du chariot de fleurs. Mes enfants, pour la première fois depuis 7 ans, il pleura. La semaine passa avec une lenteur insupportable. Nicolas resta à Lyon, incapable de rentrer à Paris sans une réponse. Il annula des réunions, inventa des excuses à son assistante et passa ses journées à errer dans la ville comme un fantôme. Le 8e jour, Amélie l'appela. « On peut se voir cet après-midi, même endroit. » Nicolas y fut en 20 minutes. Elle était déjà là, assise à la même table. Mais cette fois, quelque chose dans son attitude était différent, moins fermé, ou peut-être juste résigné. « J'ai réfléchi », commença-t-elle sans préambule. « J'ai parlé à une psy aussi, pour savoir ce qui serait le mieux pour eux. » Nicolas attendit, le cœur battant. « Tu pourras les voir, mais avec des règles strictes. » Il expira, soulagé au point d'en avoir le vertige. « Merci, merci Amélie. Attends, écoute d'abord les conditions. » Il hocha la tête. 1. Tu les vois toujours en ma présence, au moins au début. 2. On y va doucement. Un parc, un goûter, rien de trop intense. 3. On leur dit pas tout de suite qui tu es. Je veux qu'ils s'habituent à toi d'abord. D'accord, tout ce que tu veux. Et 4. Elle le fixa durement. Si tu disparais encore, si tu leur fais du mal d'une façon ou d'une autre, je te jure que je te retrouverai et que tu le regretteras. Je disparaîtrai pas. On verra. Le premier rendez-vous fut fixé pour le samedi suivant. Parc de la Tête d'Or, 15h. Nicolas arriva avec 30 minutes d'avance, une boule d'angoisse dans le ventre. Il avait acheté 3 petits cadeaux, rien de trop cher. Amélie avait été claire là-dessus. Des livres adaptés à leur âge. Quand il les vit arriver, son cœur fit un bond. 3 petites têtes blondes qui couraient devant Amélie. La fillette portait un manteau rose. Les 2 garçons des blousons identiques, mais de couleurs différentes. Ils s'arrêtèrent net en le voyant. « C'est le monsieur des fleurs », s'exclama Léa. Amélie posa une main sur son épaule. « Les enfants, voici Nicolas. C'est un ami. Il va passer l'après-midi avec nous. » Un ami, c'était mieux que rien. « Bonjour », dit Nicolas d'une voix qu'il voulait assurer mais qui tremblait légèrement. Les 3 le fixèrent, avec une curiosité méfiante. Puis Matteo, le plus calme, murmura un timide « Bonjour ». Ils marchèrent jusqu'au balançoire. Nicolas ne savait absolument pas quoi dire. Comment on parlait à des enfants de 6 ans? Il avait l'habitude des réunions, des négociations, pas des conversations avec des gamins. « Vous aimez l'école ?» tenta-t-il maladroitement. « Ouais, c'est bien », répondit Léa. « Sauf la cantine. La cantine, c'est dégueu. » « Léa », la réprimanda doucement Amélie. « Mais c'est vrai, maman. » Nicolas sourit malgré lui. « Qu'est-ce que tu préfères à l'école? Le dessin, je dessine des licornes. Et toi, tu fais quoi comme métier? Je travaille dans... » Il se rendit compte qu'expliquer la finance à une enfant de 6 ans était mission impossible. « Je travaille avec des ordinateurs. » Ah, elle parut déçue. « C'est pas très drôle. »« Non, » admit-il. « C'est pas très drôle. » Jules, le protecteur, restait en retrait, observant Nicolas avec suspicion. Matteo oscillait entre curiosité et timidité. Ce fut lui qui remarqua le sac que Nicolas portait. « C'est quoi dedans ?»« Des cadeaux, pour vous 3, si votre maman est d'accord. » Amélie hésita, puis acquiesça. Nicolas sortit les 3 livres. Le visage de Léa s'illumina, en découvrant un album illustré sur les animaux. Matteo reçut une histoire sur les pirates avec un large sourire. Jules prit le sien, un livre sur les dinosaures. Sans dire merci, le regard toujours méfiant. « Qu'est-ce qu'on dit ?» souffla Amélie. « Merci », marmonnèrent Léa et Matteo. Jules ne dit rien. L'après-midi se déroula dans une atmosphère étrange. Nicolas essayait de se rendre utile. Pousser les balançoires, attraper Léa en bas du toboggan, répondre aux 1000 questions de Matteo sur tout et n'importe quoi. Mais Jules gardait ses distances, collé à sa mère, jetant des regards noirs à cet intrus. À un moment, Léa trébucha et s'écorcha le genou. Elle se mit à pleurer. Nicolas s'agenouilla instinctivement pour l'aider, mais Jules le repoussa. « Touche pas ma sœur. »
Jules. Amélie s'interposa. Nicolas voulait juste l'aider. On n'a pas besoin de lui. On n'a jamais eu besoin de personne d'autre. Le silence qui suivit fut terrible. Amélie prit Léa dans ses bras, sortit un mouchoir pour nettoyer le genou. Nicolas se releva, impuissant. Sentant le regard accusateur de Jules peser sur lui, plus tard, alors que les enfants jouaient un peu plus loin, Amélie s'assit sur un banc à côté de Nicolas. Désolée pour Jules. Il est protecteur. C'est normal. Je suis un étranger. Non. Elle soupira. C'est plus que ça. Il se sent responsable de nous, depuis qu'il est petit, comme s'il devait remplacer... Elle ne finit pas sa phrase. Pas besoin. Je comprends, murmura Nicolas. Ça va prendre du temps. J'ai du temps. Elle le regarda. Surprise. Vraiment, tu vas rester à Lyon? Oui, j'ai pris un congé sabbatique. Enfin, j'ai démissionné en fait. T'as démissionné. Ma carrière m'a déjà coûté assez cher. Je referai pas la même erreur. Amélie ne dit rien, mais quelque chose dans son regard changea. Peut-être un début de respect, ou juste de la surprise. Les semaines suivantes établirent une routine fragile. Tous les samedis, le parc, parfois un goûter dans un café kid-friendly, Nicolas apprenait à les connaître. Leur caractère si différent, leur rire, leur peur. Léa était un moulin à paroles, qui posait des questions sans fin. Mathéo aimait les câlins, et s'endormait parfois contre lui pendant les histoires. Jules restait distant, observateur, méfiant. Un jour, Mathéo demanda innocemment « Pourquoi tu viens toujours nous voir ?» Nicolas chercha le regard d'Amélie, qui acquiesça imperceptiblement. « Parce que vous êtes important pour moi. » « Pourquoi ? Parce que... » Il chercha ses mots. « Parce que parfois dans la vie, on rencontre des personnes qui comptent énormément. Et vous comptez. » Mathéo sembla satisfait de la réponse. Pas Jules. Le soir, après avoir ramené les enfants, Nicolas et Amélie marchèrent un moment en silence. « Tu t'en sors pas mal, » dit-elle finalement. « J'ai l'impression d'être nulle. »« Non. Tu apprends. C'est différent. » Ils s'arrêtèrent devant chez elle, un immeuble vétuste dans un quartier populaire. Nicolas réalisa qu'il ne connaissait rien de sa vie quotidienne. « Comment tu fais ?» demanda-t-il soudain. « Financièrement, je veux dire. Le loyer, les courses, l'école. » Amélie se raidit. « On se débrouille. Je pourrais aider. »« Non, Amélie. J'ai dit non. Je veux pas de ton argent. C'est pas de la charité. Ce sont mes enfants aussi. Tes enfants, » répéta-t-elle amèrement. « Maintenant, tu t'en souviens ?» Le coup porta. Nicolas baissa les yeux. « Pardon. C'était pas... J'essaie juste de... » « Je sais. » Elle soupira. « Mais c'est compliqué. J'ai passé 7 ans à me débrouiller seule. Accepter ton aide maintenant. C'est comme admettre que... » Elle ne finit pas. « Que quoi ? Que j'aurais pu avoir cette aide depuis le début si t'avais été là. » Ils restèrent silencieux un long moment. « En tout cas, » dit-elle en ouvrant la porte de l'immeuble. « Continue de venir. Ils commencent à s'habituer. Même Jules. Même s'il le montre pas, vraiment, il a gardé le livre que tu lui as offert sous son oreiller. Il croit que je l'ai pas vu. » Nicolas sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. « Amélie. » Elle se retourna. « Merci de me laisser faire ça. » Elle haussa les épaules. « C'est pas pour toi, c'est pour eux. » La porte se referma. Nicolas resta planté là, dans la rue froide d'octobre. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas complètement vide. 2 mois s'écoulèrent dans une routine précaire mais apaisante. Nicolas voyait les enfants 2 fois par semaine maintenant, le mercredi après l'école et le samedi. Il avait loué un petit appartement à Lyon, trouvé un travail de consultant freelance qui lui permettait des horaires flexibles. Sa vie parisienne semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Un mercredi après-midi de décembre, il attendait devant l'école comme d'habitude. Les enfants sortirent en courant. Léa se jeta dans ses bras avec son enthousiasme habituel. Mathéo lui prit la main, et même Jules accepta de marcher à côté de lui sans broncher. Un progrès. Mais Amélie n'était pas là. « Maman est malade », expliqua Léa. « Elle a dit qu'elle viendrait pas, que c'est toi qui nous ramènes. » Une alarme s'alluma dans l'esprit de Nicolas. Amélie ne manquait jamais une sortie d'école. Elle est malade comment ? Je sais pas. Elle tousse beaucoup et elle dort tout le temps. Ils rentrèrent à l'appartement. Nicolas frappa. Léa ouvrit avec sa clé d'enfant attachée autour du cou. L'intérieur était sombre. Un désordre inhabituel régnait.
Vaisselle sale, jouets éparpillés, linge en attente. Amélie. Pas de réponse. Il avança jusqu'à la chambre, frappa doucement. Une voix faible lui parvint. « Entre. » Elle était allongée sur le lit, pâle comme un fantôme, des cernes violacées sous les yeux. La couette était remontée jusqu'au menton et elle frissonnait malgré le radiateur à fond. « Putain, Amélie, depuis quand t'es dans cet état ? Quelques jours. C'est juste la crève. Ça va passer. T'as vu un médecin ? J'ai pas le temps. Ni l'argent pour une consultation. » Nicolas serra les mâchoires. « Je prends rendez-vous. Maintenant. » Nicolas. Pas de discussion. Il sortit son téléphone, trouva un médecin généraliste qui acceptait les urgences, obtint un créneau pour le lendemain matin. Pendant ce temps, les enfants s'étaient agglutinés dans le salon. Inquiet, « Maman va mourir », demanda Mathéo d'une petite voix. « Mais non », répondit Nicolas avec une assurance qu'il ne ressentait pas. « Elle est juste fatiguée. Elle va se reposer et ça va aller mieux. Vous avez faim. » Il leur prépara des pâtes, la seule chose qu'ils savaient faire à peu près correctement. Les enfants mangèrent en silence, jetant des regards inquiets vers la chambre. Après le dîner, Nicolas les aida à faire leurs devoirs, improvisa une histoire pour les coucher. Léa lui fit promettre 3 fois que maman allait vraiment aller mieux. Quand ils furent endormis, Nicolas retourna voir Amélie. Elle n'avait pas bougé. « T'as mangé quelque chose ? » « Pas faim. » Il lui apporta quand même un bol de bouillon qu'il avait trouvé dans le placard. Elle en avala quelques gorgées, puis abandonna. « Merci d'être resté, » murmura-t-elle. « Où tu veux que j'aille ?» Elle ferma les yeux. Dans la pénombre de la chambre, elle avait l'air si fragile que Nicolas sentit la peur lui tordre l'estomac. Ce n'était pas juste une grippe. Il le sentait. Le lendemain, il l'accompagna chez le médecin, le praticien, un homme dans la 50aine. L'ausculta longuement, posa 1000 questions. Amélie répondait par monosyllabes, minimisant tout. « Depuis combien de temps vous êtes fatiguée comme ça ?»« Je sais pas. Quelques mois. » Le médecin fronça les sourcils. « Et vous avez attendu tout ce temps pour consulter ? J'ai 3 enfants et un boulot. J'ai pas vraiment le temps d'être malade. » Le médecin soupira, prescrivit des analyses de sang complètes. « Je veux vous revoir avec les résultats sous 1 semaine maximum. » Dans la rue, Amélie titubait presque. Nicolas la rattrapa par le bras. « Viens, je te ramène. Faut que j'aille au chariot. J'ai déjà perdu hier. Je peux pas me permettre. » « Tu peux pas te permettre de tomber dans les pommes sur la place Bellecour non plus. Je m'occupe du chariot. Nicolas, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Elle n'avait plus la force de protester. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Nicolas s'occupait des enfants matin et soir, allait chercher les résultats d'analyse, faisait les courses, le ménage. Amélie restait au lit, trop faible pour bouger, rongée par la culpabilité de ne pas assurer. Les résultats arrivèrent. Le médecin appela directement. « Madame Rousseau, il faut qu'on se voie. Aujourd'hui si possible. » Le ton n'augurait rien de bon. Cette fois, Nicolas insista pour venir avec elle. Dans le cabinet, le médecin posa une enveloppe sur le bureau avec une gravité qui glaça le sang de Nicolas. « Vos analyses montrent des anomalies inquiétantes. Votre numération est très basse. Votre foie et vos reins montrent des signes de fatigue. Je vous adresse à un spécialiste en urgence. Hôpital Lyon-Sud, service hématologie. » Amélie était devenue livide. « C'est grave. Je préfère laisser le spécialiste vous expliquer. Mais oui, c'est sérieux. Il faut creuser, rapidement. » Ils sortirent du cabinet dans un silence de plomb. Sur le trottoir, Amélie s'effondra contre un mur, les jambes coupées. « Oh putain, 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 putain !» Nicolas la prit dans ses bras. Elle ne résista pas. Trop sonnée pour réagir. « On va gérer, » murmura-t-il. « Tu vas voir ce spécialiste. On va comprendre ce que c'est. Et on va le soigner. Et mes enfants, si c'est... Arrête, on n'en est pas là. » Mais la peur était palpable entre eux. Le rendez-vous à l'hôpital fut obtenu en urgence pour la semaine suivante. 7 jours de torture mentale. Amélie oscillait entre déni et panique. Nicolas gérait tout ce qu'il pouvait. Les enfants, l'appartement, le chariot qu'il avait mis en pause malgré les protestations d'Amélie. Un soir, alors que les petites dormaient, ils se retrouvèrent dans le salon minuscule. Amélie fixait le mur, perdue dans ses pensées. Qu'est-ce qui va leur arriver ?
murmura-t-elle. S'il m'arrive quelque chose, ils ont personne. Ma mère est trop vieille. Mes frères vivent à l'étranger. Ils m'ont moi. Elle le regarda, surprise. Je suis leur père. S'il t'arrive quelque chose, ce qui arrivera pas, mais s'il t'arrivait quelque chose, je m'occuperai d'eux. T'es là depuis 2 mois, et je serai là pour le reste. Amélie eut un rire amer. 2 mois contre 7 ans d'absence. Tu pardonnes vite. Je me pardonne pas, mais j'essaie de réparer. Elle détourna les yeux, les larmes menaçant de déborder. J'ai peur, avoua-t-elle dans un souffle. J'ai tellement peur. Nicolas traversa la pièce, s'assit à côté d'elle. Cette fois, quand il posa une main sur son épaule, elle ne la repoussa pas. Elle se laissa aller contre lui, et ils restèrent là, dans le silence brisé, seulement par ses sanglots étouffés. Le jour du rendez-vous à l'hôpital arriva. Une amie d'Amélie garda les enfants, dans la salle d'attente. Ils ne parlaient pas, chacun perdu dans ses angoisses. Madame Rousseau. Le docteur Leroux était une femme d'une 50aine d'années au regard direct. Elle les fit entrer, invita Nicolas à rester d'un geste. J'ai étudié vos résultats et fait des examens complémentaires. Elle marqua une pause. Je vais être franche avec vous. Vous présentez des marqueurs très préoccupants qui pourraient indiquer une pathologie grave. Amélie se figea. Quelle pathologie ? Demanda Nicolas d'une voix qu'il ne reconnut pas. Plusieurs possibilités. Mais les symptômes et les analyses pointent vers quelque chose qui nécessite un traitement agressif et immédiat. Je vais vous prescrire une batterie d'examens. Scanner, biopsie, ça va prendre quelques jours. Le mot biopsie résonna comme une condamnation. Ils sortirent de l'hôpital dans un état second, sur le parking. Amélie s'effondra. Je vais mourir. Non, t'as entendu ce qu'elle a dit. J'ai entendu qu'elle voulait des examens, c'est tout. On sait rien encore. Mais la terreur dans les yeux d'Amélie reflétait la sienne. Les jours suivants furent un cauchemar d'attente et d'examen. Nicolas ne la quitta pas. Il était là pour chaque prise de sang, chaque scanner, tenant sa main quand elle tremblait trop. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Leurs questions se faisaient plus pressantes. Finalement, le verdict tomba. Le docteur Leroux les fit asseoir dans son bureau, un dossier épais devant elle. Nicolas sentit la main d'Amélie glacée dans la sienne. « J'ai les résultats de tous les examens », commença-t-elle. Son visage était grave. « C'est complexe, donc je vais prendre le temps d'expliquer. » Amélie ne respirait plus. Les premiers résultats suggéraient effectivement une pathologie grave, mais après révision approfondie avec l'équipe d'oncologie et les examens complémentaires, il s'avère qu'il y a eu une erreur d'interprétation initiale. Le silence dans le bureau était assourdissant. « Une erreur ?» répéta Nicolas. « Oui, les marqueurs élevés sont dus à une combinaison de facteurs. Anémie sévère, carence profonde en vitamines, épuisement chronique, c'est sérieux, ne vous méprenez pas. Mais ce n'est pas ce qu'on craignait, c'est traitable. » Amélie laissa échapper un son étranglé, entre rire et sanglots. « Vous voulez dire que je vais pas… » « Non, avec un traitement adapté, du repos, une meilleure alimentation et un suivi régulier, vous devriez récupérer complètement. Ça prendra du temps, plusieurs mois, mais le pronostic est excellent. » Nicolas ferma les yeux. Le soulagement était si violent qu'il en avait la nausée. « Cependant, continua le médecin, votre corps vous a envoyé un signal d'alarme. Vous vous êtes épuisé au-delà du raisonnable. Si vous continuez comme avant, vous risquez des complications sérieuses. Il faut impérativement ralentir. » Amélie hocha la tête, incapable de parler, les larmes roulant sur ses joues. Dans la voiture, elle éclata en sanglots convulsifs. Nicolas se gara sur le bas-côté et la prit dans ses bras. Elle tremblait de tout son corps, libérant des semaines de terreur contenue. « C'est fini, » murmura-t-il. « C'est fini. J'ai cru que j'allais les laisser seuls. Mais non, t'es là. Tu vas guérir. » Elle s'accrocha à lui comme à une bouée, et il la serra plus fort, réalisant à quel point il avait eu peur de la perdre. Pas seulement pour les enfants, pour lui aussi. Le traitement commença immédiatement. Perfusion de fer, compléments vitaminiques, suivi nutritionnel. Le médecin insista, arrêt de travail obligatoire pendant au moins 3 mois. Amélie paniqua. 3 mois sans revenu. Je vais perdre l'appartement. Non, dit Nicolas fermement. Je m'en occupe. Nicolas, laisse-moi t'aider s'il te plaît. C'est pas de la charité, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Cette fois,
Elle n'eut pas la force de refuser. Les semaines suivantes transformèrent tout. Nicolas s'installa pratiquement chez Amélie, dormant sur le canapé, gérant l'intendance. Il conduisait les enfants à l'école, préparait les repas, accompagnait Amélie à ses rendez-vous médicaux. Lentement, jour après jour, elle reprenait des couleurs, et quelque chose d'autre se passait. Les enfants s'attachaient à lui. Vraiment. Un soir, alors qu'il préparait le dîner, Matteo grimpa sur une chaise à côté de lui. « Nicolas, tu vas rester maintenant. Comment ça ? Bah, tu vis ici maintenant, alors tu vas rester. » Nicolas posa le couteau, s'agenouilla à hauteur de l'enfant. « Tu veux que je reste ?» Matteo hocha vigoureusement la tête. « Ouais, parce que t'es gentil et tu fais des crêpes le dimanche. » Nicolas sentit sa gorge se serrer. « Alors je reste, aussi longtemps que ta maman et toi vous voudrez. » Matteo lui fit un câlin spontané. Derrière eux, Amélie observait la scène depuis le canapé, quelque chose d'indéchiffrable dans le regard. Même Jules commençait à baisser sa garde. Un samedi matin, Nicolas le trouva dans le salon, concentré sur un puzzle impossible. « Tu veux de l'aide ?» Jules hésita, puis haussa les épaules. « Si tu veux. » Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure. Puis, sans lever les yeux, Jules demanda « Pourquoi t'étais pas là avant ?» La question le frappa comme un coup de poing. Nicolas posa une pièce du puzzle, cherchant ses mots. « Parce que j'ai fait une très grosse erreur. La pire de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai eu peur. Peur de devenir papa. Peur de pas être assez bien. Alors je suis partie. Et c'était lâche et cruel. » Jules le regarda enfin. Maman a pleuré. Beaucoup. Le couteau se retourna dans la plaie. « Je sais. Et je peux pas effacer ça. Mais je peux essayer de faire mieux maintenant. Si tu veux bien de moi... » Jules retourna à son puzzle, après un long silence. « T'es pas si nul que ça finalement. » Venant de lui, c'était une victoire, au fil des jours. La routine s'installa. Les enfants appelaient Nicolas pour des petits riens. Un devoir difficile, un cauchemar, un bobo. Léa lui confiait ses secrets de cours de récréation. Matteo s'endormait contre lui pendant les films. Même Jules acceptait sa présence. Parfois même la cherchait. Un soir, après avoir couché les 3 monstres, Nicolas et Amélie se retrouvèrent sur le canapé. Elle avait repris du poids. Les cernes s'estompaient. Elle était belle, toujours belle. « Tu sais qu'ils t'appellent papa entre eux maintenant ?» dit-elle doucement. Nicolas se figea. « Quoi ? Jules a glissé hier. Papa a dit qu'on irait au parc. » Il s'est repris tout de suite. « Mais je leur ai jamais demandé de m'appeler comme ça. Je sais, c'est venu tout seul. » Elle le regarda. « Qu'est-ce que t'en penses ? » Il chercha ses mots. « J'ai peur de pas mériter ce titre. Peut-être que tu le mérites pas encore complètement, » dit-elle avec honnêteté. « Mais tu y travailles, chaque jour, et eux, ils le voient. » Un silence confortable s'installa. « Amélie, MMH, pendant que t'étais malade, j'ai réalisé quelque chose. » Elle attendit. « J'ai réalisé que c'est pas juste les enfants que je voulais pas perdre. C'est toi aussi. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Nicolas, je sais que j'ai pas le droit. Je sais que je t'ai brisé et que peut-être tu pourras jamais me pardonner. Mais ces derniers mois, vivre ici, avec vous, c'est la première fois depuis 7 ans que je me sens vivant. » Amélie détourna les yeux, émue. « Je sais pas si je peux refaire confiance, » murmura-t-elle. « Pas encore. Je comprends. Mais... » Elle prit une grande inspiration. « Je suis contente que tu sois là. Et pas juste pour les enfants, pour moi aussi. » Il osa prendre sa main. Elle ne la retira pas. « On prend notre temps, » dit-elle. « On voit comment ça évolue. D'accord, d'accord. » Cette nuit-là, pour la première fois, Nicolas ne dormit pas sur le canapé. Amélie lui proposa la chambre d'amis, minuscule, encombrée de cartons, mais un pas symbolique énorme. Les semaines passèrent dans une douceur fragile. Les enfants grandissaient, Amélie guérissait, Nicolas apprenait. Un soir de février, après un dîner particulièrement chaotique, où Léa avait renversé son verre 3 fois et Jules s'était disputé avec Matteo pour la télécommande, Amélie et Nicolas se retrouvèrent à faire la vaisselle côte à côte. « C'est dingue, non ?» dit-elle soudain. « Quoi ? Tout ça, il y a 6 mois, je te détestais. Et maintenant t'es là, dans ma cuisine, et tu fais la vaisselle. » Nicolas sourit. « La vie est bizarre. » « Ouais, bizarre. » Elle le regarda. « Mais plutôt bien finalement. » Il posa l'éponge,
se tourna vers elle. « Amélie, je… » La porte du salon s'ouvrit brutalement. Matteo, en larmes. « J'ai fait un cauchemar. » Le moment s'envola. Nicolas souleva l'enfant dans ses bras. « Allez, viens. On retourne au lit. Je vais rester avec toi. » Amélie les regarda partir, un sourire doux sur les lèvres. Cette famille improbable, reconstruite sur des ruines, prenait forme, imparfaite, fragile, mais réelle. Et pour la première fois depuis 7 ans, elle se surprit à penser « Peut-être qu'on va y arriver ». Mars arriva avec ses premiers rayons de soleil timides. Amélie avait récupéré presque toute son énergie. Le médecin était satisfait de sa progression. Elle parlait même de reprendre le chariot de fleurs. Doucement, quelques heures par jour, mais une question planait, de plus en plus pressante. Qu'en dire la vérité aux enfants ? Un soir, alors qu'ils venaient de les coucher, Amélie aborda le sujet. « Il faut qu'on leur parle. » Nicolas, qui rangeait la cuisine, se figea. « Tu crois qu'ils sont prêts ? Je sais pas s'ils seront jamais vraiment prêts, mais ils t'appellent papa entre eux, ils posent de plus en plus de questions et puis… » Elle soupira. « C'est pas juste de leur mentir plus longtemps. Comment on fait ? On s'assoit avec eux, on leur explique, avec des mots simples, et on les laisse réagir. » Le samedi suivant, ils organisèrent un goûter spécial, crêpes au chocolat. Le préféré de Léa, les 3 enfants étaient excités, sentant que quelque chose d'important se préparait. Quand ils furent tous installés dans le salon, l'atmosphère changea. Amélie et Nicolas échangèrent un regard. C'était le moment. « Les enfants », commença Amélie d'une voix qu'elle voulait assurer, « on a quelque chose d'important à vous dire. » 3 pères d'yeux se braquèrent sur elle. Soudain inquiet, « C'est grave », demanda Matteo. « Non, mon cœur, c'est pas grave. C'est juste important. » Nicolas prit le relais, sa gorge serrée. « Vous savez que je viens vous voir souvent depuis plusieurs mois. » Les enfants hochèrent la tête. « Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. »« Parce que t'es l'ami de maman, » dit Léa simplement. « Oui, mais c'est pas que ça. » Il inspira profondément. « En fait, je suis votre papa. » Le silence qui suivit fut écrasant. Léa pencha la tête sur le côté, confuse. « Mais on n'a pas de papa. »« Si, » dit doucement Amélie. « Vous en avez toujours eu un, c'est Nicolas. » Matteo fronça les sourcils, essayant de comprendre. Mais pourquoi il n'était pas là avant ? La question qu'il redoutait, Nicolas s'agenouilla devant eux. « Parce que j'ai fait une très grosse bêtise. Quand votre maman était enceinte de vous, j'ai eu peur. Alors je suis partie. Et c'était mal. Très mal. »« Pourquoi t'as eu peur ?» demanda Matteo, les larmes aux yeux. « Parce que j'étais jeune et bête. Je croyais pas que j'allais être un bon papa. Alors au lieu d'essayer, je me suis enfuie. » Jules, qui n'avait rien dit jusque-là, se leva brusquement. Son visage était rouge de colère. « Tu nous as abandonnés. »« Jules, » commença Amélie. « Non, » il cria presque. « Il nous a laissés. Il a laissé maman toute seule avec nous. » Les larmes roulèrent sur ses joues. Léa se mit à pleurer aussi. Sans vraiment comprendre pourquoi, Matteo se réfugia contre Amélie. « T'es un menteur, » continua Jules. « Tu faisais semblant d'être gentil, mais en vrai tu nous voulais pas. » Chaque mot était un poignard. Nicolas sentit ses propres larmes monter. « T'as raison, j'ai été lâche. J'ai abandonné votre maman quand elle avait besoin de moi. J'ai raté vos premières années, et je peux pas rattraper ce temps perdu. Alors pourquoi t'es là maintenant ?» La voix de Jules tremblait de rage et de chagrin. « Parce que je regrette. Parce que j'ai compris mon erreur. Et parce que… » Il regarda les 3 enfants à travers ses larmes. « Parce que vous êtes ce qui m'est arrivé de plus important dans la vie. Et même si vous me détestez, même si vous me pardonnez jamais, je veux être là maintenant, pour le reste de votre vie. Je te déteste, » hurla Jules avant de foncer vers sa chambre. La porte claqua violemment. Léa sanglotait dans les bras d'Amélie. « Ah, pourquoi il est méchant, maman ? Pourquoi il t'a laissé ? Parce que les grandes personnes font des erreurs parfois, ma chérie. Même de très grosses erreurs. » Matteo, le plus calme, regardait Nicolas avec des yeux immenses. « Tu vas encore partir. »« Non, jamais. Tu promets. Je te le promets. » Matteo hésita, puis se jeta dans ses bras. Il sanglotait contre son épaule. Nicolas le serra fort, incapable de retenir ses propres larmes. Amélie berçait Léa qui pleurait toujours. La fillette finit par s'endormir d'épuisement. Nicolas porta Matteo dans son lit,
lui murmura une histoire jusqu'à ce qu'il s'assoupisse aussi. Restait Jules. Nicolas frappa doucement à sa porte. Pas de réponse. Il entra quand même. Jules était recroquevillé sur son lit, le visage enfoui dans l'oreiller. « Va-t'en. » Nicolas s'assit par terre, dos contre le lit. « Je peux rester un peu. Sans parler. Juste rester. » Jules ne répondit pas. Nicolas attendit dans le silence, écoutant les sanglots étouffés de l'enfant. Après ce qui sembla une éternité, la voix de Jules, brisée, s'éleva. « Pourquoi tu ne voulais pas ? Ce n'est pas que je voulais pas de vous, c'est que j'avais tellement peur de mal faire que j'ai préféré fuir. Maman a jamais fui, elle. Je sais, ta maman est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Un silence. Elle pleurait la nuit, quand elle croyait qu'on dormait. Je l'entendais. Le cœur de Nicolas se serra. C'est ma faute. Je lui ai fait du mal. À elle et à vous. Comment on peut te pardonner ? Nicolas se retourna. Jules s'était redressé, les yeux rougis, le regard perdu. Je sais pas si vous pouvez, mais je vais tout faire pour mériter votre pardon. Tous les jours, pour le reste de ma vie. Jules le dévisagea longuement. T'es vraiment notre papa ? Oui. Alors pourquoi ça fait si mal ? Nicolas grimpa sur le lit, prit l'enfant dans ses bras. Jules résista une seconde, puis s'effondra, pleurant contre sa poitrine toute la douleur, la confusion, la colère accumulée. « Parce que c'est compliqué », murmura Nicolas. « Parce que les sentiments, c'est jamais simple. Mais on va y arriver. Ensemble. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que les sanglots de Jules s'espacent, puis cessent. L'enfant s'endormit finalement, épuisé. Nicolas le borda doucement et sortit de la chambre. Dans le salon, Amélie était assise sur le canapé, le visage dans les mains. « Comment il va ?» demanda-t-elle. « Mieux, endormi. » Nicolas s'assit à côté d'elle. « Putain, c'était dur. Je sais. Jules m'a dit qu'il t'entendait pleurer la nuit, quand ils étaient petits. » Amélie ferma les yeux. « Il était pas censé savoir ça. Amélie, c'est bon, c'est le passé. Mais ça fait toujours mal. » Elle le regarda. « Ouais, ça fait toujours mal. Mais on avance. Tu crois qu'ils vont me pardonner ? Ils t'aiment déjà. Ils le savent juste pas encore complètement. Ça va prendre du temps, mais... Oui, je crois qu'ils te pardonneront, parce qu'ils te voient t'essayer. » Les jours suivants furent étranges. Les enfants évitaient le sujet, puis revenaient dessus avec des questions inattendues. « C'est quoi ton deuxième prénom ? T'aimais quoi quand t'étais petit ? Pourquoi t'as les yeux comme moi ?» Jules restait distant, mais moins hostile. Un soir, il demanda « On peut t'appeler papa ?» Nicolas sentit sa gorge se nouer. « Si vous voulez, je sais pas si je veux. Pas encore. C'est pas grave. Vous m'appellerez papa quand vous serez prêt. Ou vous m'appellerez jamais papa, et ce sera bien aussi. » Jules hocha la tête, soulagé de ne pas être forcé. 2 semaines plus tard, Mathéo lâcha un papa en demandant de l'aide pour ses devoirs. Il se figea, réalisant ce qu'il venait de dire. Nicolas lui sourit. « Oui, mon grand. » Mathéo rougit mais continua. « Tu peux m'expliquer les fractions. » Ce fut le début. Léa suivit rapidement. Jules prit plus de temps, mais un matin d'avril, en partant à l'école, il lança un « À ce soir, papa », distrait, avant de claquer la porte. Amélie et Nicolas échangèrent un regard. Elle lui prit la main. « On y arrive », murmura-t-elle. « Ouais, on y arrive. » Le printemps éclata sur Lyon avec une douceur inattendue. Amélie avait repris le chariot de fleurs 3 matinées par semaine, Nicolas l'accompagnant souvent pour l'aider à porter les seaux. Les clients réguliers avaient remarqué le changement. Elle souriait différemment maintenant, moins par obligation que par réel contentement. Les enfants s'épanouissaient. Jules avait rejoint l'équipe de foot de l'école. Mathéo prenait des cours de dessin. Et Léa ne tarissait jamais de questions sur absolument tout. La vie prenait une forme qui ressemblait presque à la normalité. Un soir de mai, alors que les enfants dormaient, Amélie proposa quelque chose d'inattendu. « On devrait voir une thérapeute familiale. » Nicolas leva les yeux de son ordinateur. « Tu crois qu'on en a besoin ? On reconstruit une famille sur des fondations cassées. » « Ouais, je crois qu'on en a besoin. Pour eux, pour nous. » Ils commencèrent les séances la semaine suivante. Madame Fontaine, psychologue spécialisée dans les familles recomposées, les accueillit dans son cabinet lumineux près de la Part-Dieu. Les premières sessions furent douloureuses.
Les enfants exprimaient des peurs qu'ils cachèrent d'habitude. Jules craignait que Nicolas disparaisse encore. Léa avait peur que sa maman retombe malade. Mathéo se sentait coupable d'aimer son père, alors que celui-ci avait fait du mal à sa mère. « C'est normal d'aimer quelqu'un qui nous a blessés », demanda-t-il un jour, les larmes aux yeux. Madame Fontaine se pencha vers lui. « Oui, mon grand, on peut aimer les gens même quand ils nous ont fait mal. Et c'est pas être traître envers maman. » Amélie prit la main de son fils. « Je veux que tu l'aimes. Tu peux aimer ton papa et m'aimer aussi. C'est pas l'un ou l'autre. » Ces séances créèrent un espace de parole que la famille n'avait jamais eu. Nicolas apprit à exprimer ses remords sans étouffer les enfants de culpabilité. Amélie apprit à lâcher prise sur le contrôle qu'elle exerçait depuis 7 ans. Les enfants apprirent qu'ils avaient le droit d'être en colère, tristes, confus, progressivement. Les nœuds se dénouaient. Un dimanche de juin, Nicolas proposa une excursion au lac d'Annecy. Les enfants explosèrent de joie. Ils partirent tôt le matin. La voiture remplie de rires et de chansons désaccordées. Au bord du lac, sous le soleil éclatant, ils pique-niquèrent sur l'herbe. Léa courait après les canards. Mathéo construisait des châteaux de sable. Jules apprenait à faire des ricochets avec Nicolas. « Regarde, papa, 7 rebonds !» Nicolas ébouriffa ses cheveux. « Champion !» Amélie les observait de loin. Allongée sur la couverture, son cœur se serrait d'une émotion qu'elle ne savait plus nommer. Bonheur, paix, quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. Nicolas vint s'asseoir à côté d'elle. « À quoi tu penses ? Que c'est surréaliste ? Il y a 1 an, je vendais mes fleurs en me demandant comment payer le loyer. Et maintenant on est là, au bord d'un lac, comme une vraie famille. On est une vraie famille. » Elle le regarda. « Ouais, je crois qu'on l'est. » Le silence s'étira. Confortable. « Amélie, MMH, je voudrais te dire quelque chose. » Elle se redressa, soudain attentive. Nicolas prit une grande inspiration. « Ces derniers mois, vivre avec vous, reconstruire ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je sais que j'ai pas le droit de demander plus que ce que tu m'as déjà donné, mais... » Il chercha ses mots. « Je veux un avenir avec toi, et avec eux, comme une vraie famille, pas juste cohabiter, mais vraiment construire ensemble. » Amélie sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement ? Je te demande si tu penses qu'un jour, tu pourrais me refaire confiance, vraiment, pas juste pour les enfants, mais pour nous. » Elle regarda les 3 petits qui jouaient au bord de l'eau, insouciants, puis elle regarda cet homme qui avait failli tout détruire et qui passait maintenant ses journées à essayer de tout réparer. « Je crois que je te fais déjà confiance, » dit-elle doucement, « sinon tu serais pas là. Mais j'ai peur. J'ai tellement peur que tu te réveilles un matin en réalisant que c'est trop, que la vie de famille c'est pas ce que tu voulais, et que tu repartes. » Nicolas prit ses mains dans les siennes. « Je partirai pas. Je sais que je peux pas te le prouver avec des mots. Je vais devoir te le prouver avec le temps, mais je suis là pour de bon. » Amélie sentit les larmes monter. « Putain, pourquoi tu pouvais pas être ce mec-là il y a 7 ans ? Parce que j'étais un connard immature, mais je le suis plus. Enfin, j'essaie de plus l'être. » Elle rit à travers ses larmes. « T'es encore un peu con parfois. »« Ouais, mais moins. » Elle se pencha et l'embrassa, doucement d'abord, puis plus profondément. C'était leur premier vrai baiser depuis 7 ans. Quelque chose se brisa et se répara en même temps. Quand ils se séparèrent, les 3 enfants les fixaient avec de grands yeux. « Burk !» cria Léa. « Ils s'embrassent. C'est dégueu !» renchérit Mathéo en riant. Seul Jules souriait. Un vrai sourire. « Ça veut dire que vous êtes amoureux. » Amélie rougit. « Ça veut dire qu'on essaie. »« C'est bien, » dit-il simplement, avant de retourner jouer sur le chemin du retour. Les enfants s'endormirent à l'arrière. Nicolas conduisait d'une main, l'autre tenant celle d'Amélie. « Je cherche un appartement plus grand, » dit-il soudain. « Enfin, si tu veux, quelque chose avec 4 chambres, peut-être ici, à Annecy, un nouveau départ. »« Un nouveau départ, » répéta-t-elle. « Ça me plaît. » Les mois suivants furent un tourbillon. Ils trouvèrent une maison à louer en périphérie d'Annecy. Rien de luxueux, mais avec un jardin et assez d'espace pour que chacun ait sa chambre, le déménagement se fit dans le chaos joyeux. Nicolas officialisait aussi sa paternité légalement. Rendez-vous chez l'avocat, papiers administratifs, reconnaissance en bonne et due forme. Le jour où les documents arrivèrent, il pleura en les signant, son nom à côté du leur. Enfin, Amélie, de son côté, ouvrait une petite boutique de fleurs au centre d'Annecy. Rien de grand.
Mais à elle, Nicolas l'aida à tout mettre en place. L'inauguration fut une fête avec les enfants qui distribuaient des fleurs aux passants. Un soir d'octobre, 1 an après leur retrouvaille, Nicolas rentra du travail. Il avait trouvé un poste stable en gestion de projet dans une entreprise locale et trouva Amélie sur le canapé, pensive. « Tout va bien. Je suis enceinte. » Le temps s'arrêta. « Quoi ? Enceinte ? De toi ? Enfin, j'imagine que c'est de toi vu que... » Elle rit nerveusement. Nicolas se laissa tomber à côté d'elle. « T'es sérieuse ? » ?»« Complètement. Test ce matin. J'ai rendez-vous chez le médecin demain, mais... Ouais, je crois bien qu'on va avoir un autre bébé. » Il ne savait pas quoi dire. Trop d'émotions en même temps. « T'es content ou paniqué ou... » Il l'interrompit en la prenant dans ses bras. « Je suis terrifié et heureux, et déjà amoureux de ce bébé. » Elle rit, soulagée. « On est fous, non ? Complètement cinglés. » Ils annoncèrent la nouvelle aux enfants le week-end suivant. Les réactions furent variées. Léa voulait une petite sœur. Mathéo espérait un petit frère. Jules demanda simplement « Celui-là, tu vas le garder dès le début. » Nicolas s'agenouilla devant lui. « Celui-là, je le rate pas. Et je vous rate plus jamais non plus. » Jules hocha la tête, satisfait. L'échographie de 3 mois réserva une surprise. Le médecin fronça les sourcils, bougea la sonde, sourit. « Alors là, vous êtes gâtés. »« Quoi ?» paniqua Amélie. « Des jumeaux. Félicitations. » Amélie et Nicolas échangèrent un regard, puis ils éclatèrent de rire. Un rire hystérique, libérateur. « 5 enfants, dit Amélie. On va avoir 5 putains d'enfants. On est vraiment fous. Complètement. Mais en regardant l'écran, où 2 petits cœurs battaient à l'unisson, Nicolas sut qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. 2 ans plus tard, le soleil d'été baignait le jardin de la maison d'Annecy. Dans une lumière dorée, Nicolas poussait une tondeuse récalcitrante pendant que les jumeaux, Hugo et Emma, maintenant âgés de 18 mois, couraient maladroitement derrière un ballon trop gros pour eux. « Papa, papa, regarde !» Léa, désormais âgée de 8 ans, faisait des roues sur la pelouse. Ses cheveux blonds volaient dans tous les sens. « Magnifique, ma puce !» cria Nicolas en coupant le moteur. Mathéo était installé sous l'arbre, un carnet de dessin sur les genoux, concentré sur une aquarelle représentant le lac qu'on apercevait au loin. Jules, lui, tapait dans un ballon contre le mur de la maison avec la détermination d'un futur pro. Amélie sortit de la cuisine, un plateau de limonade fraîche dans les mains. Ses cheveux étaient attachés en chignon désordonné, son tablier tacheté de farine. Elle était belle, tellement belle que Nicolas devait parfois se pincer pour croire que tout cela était réel. « Goûter », annonça-t-elle. Les enfants convergèrent vers la table de jardin dans un joyeux désordre. Emma trébucha, s'étala de tout son long, puis se releva en riant. Hugo grimpa sur les genoux de Nicolas et lui barbouilla le visage de ses mains poisseuses. « T'es dégueu, bonhomme !» rit Nicolas. « Gueux !» répéta Hugo fièrement. « Il apprend les meilleurs mots, évidemment !» soupira Amélie en s'asseyant. La vie ici était bruyante, chaotique, parfois épuisante. 5 enfants, c'était 5 fois plus de linge, 5 fois plus de disputes, 5 fois plus de « maman j'ai faim », 5 minutes après le repas. Mais c'était aussi 5 fois plus de rires, de câlins, de moments qui rendaient tout le reste dérisoire. Nicolas regardait autour de lui, le jardin qu'ils avaient à planter ensemble, la balançoire qu'il avait installée l'été dernier, les dessins de Mathéo accrochés sur le mur de la cuisine visible par la porte-fenêtre ouverte, les photos de famille partout. Sur la table du jardin, trônait une photo prise il y a 6 mois. Amélie et Nicolas, le jour de leur mariage civil discret, entourés des 5 enfants, pas de grande cérémonie, juste la mairie, puis un repas dans leur restaurant préféré au bord du lac. Simple, parfait. À quoi tu penses ? Demanda Amélie en le voyant perdu dans ses pensées. Que j'ai failli rater tout ça. Elle posa sa main sur la sienne. Mais t'as pas raté, t'es là. Grâce à toi. Grâce à nous. Jules s'approcha. Hésitant. Papa, demain c'est mon match important, tu viendras. Évidemment, je raterai ça pour rien au monde. Le sourire de Jules valait tous les trésors du monde. Il repartit en courant rejoindre son ballon. Il a tellement changé, murmura Amélie. Tu te rappelles comme il était méfiant au début ? Comment j'oublierais ? Il me regardait comme si j'allais voler l'argenterie. On n'avait pas d'argenterie. Justement, ça montre à quel point il me faisait pas confiance. Ils rirent ensemble.
Ce rire complice des couples qui ont traversé les tempêtes, plus tard dans la soirée, après avoir couché les jumeaux, marathon épuisant de bains, de couches, d'histoires et de encore un câlin maman, Nicolas aida les 3 grands avec les devoirs. Léa avait un exposé sur les dauphins, Mathéo des multiplications, Jules une rédaction sur mon héros. J'ai écrit sur toi, dit Jules en lui tendant sa copie. Nicolas sentit sa gorge se serrer en lisant. Mon héros, c'est mon papa parce qu'il a fait une grosse erreur mais il est revenu. Il a dit pardon et il a tout réparé. Ça c'est du courage. Jules, c'est vrai non? Nicolas prit son fils dans ses bras. Merci, ça me touche énormément. De rien. Et puis t'as aussi installé la balançoire. Alors t'es doublement un héros. Nicolas rit à travers ses larmes. Quand les enfants furent enfin tous couchés, miracle quotidien qui semblait toujours prendre des heures, Amélie et Nicolas s'effondrèrent sur le canapé du salon. « Je suis morte », gémit-elle. « Moi aussi. » On a été complètement fous d'avoir 5 enfants. Complètement cinglés. Mais aucun des deux ne le regrettait. Pas une seconde. Nicolas passa un bras autour de ses épaules. Elle se blottit contre lui. « Tu sais quoi ?» dit-elle. « La boutique a fait un super chiffre ce mois-ci. Je pense pouvoir embaucher quelqu'un à mi-temps. » C'est génial. Ouais. Qui aurait cru qu'une vendeuse de fleurs avec un chariot pourri deviendrait propriétaire d'une vraie boutique? Moi, j'y ai toujours cru. Elle leva les yeux vers lui. Menteur. T'étais même pas là quand j'avais mon chariot. Mais... détail. Elle lui donna un coup de coude affectueux. Le vieux chariot métallique était d'ailleurs toujours là, sur la terrasse, transformé en jardinière débordante de géraniums et de tournesols. Un symbole, celui de tout ce qu'elle avait surmonté seule, avant qu'il ne revienne. Amélie, MMH, merci. Pourquoi? Pour m'avoir laissé revenir, pour m'avoir donné une chance alors que je la méritais pas, pour avoir construit ça avec moi. Elle se redressa pour le regarder dans les yeux. T'as arrêté de croire que tu mérites pas d'être ici. 7 ans que c'est fini cette histoire. T'es un bon père, un bon mari. Tu le mérites. Certains jours j'en suis encore pas sûre. Eh bien moi j'en suis sûre. Et les enfants aussi. Alors arrête de te flageller. Il l'embrassa doucement. Je t'aime. Je t'aime aussi. Même si t'as mis 7 ans à te bouger le cul. J'essaierai d'être plus rapide la prochaine fois. Il y aura pas de prochaine fois. T'es coincé avec nous maintenant. Meilleure prison du monde. Le lendemain était un samedi. Nicolas se réveilla tôt. Habitude prise depuis que les jumeaux avaient décidé que 6 heures du matin était l'heure parfaite pour commencer la journée. Il prépara les biberons, changea les couches, lança une machine. Amélie émergea 1 heure plus tard, les cheveux en bataille. « Les grands dorment encore ?» demanda-t-elle en prenant Emma dans ses bras. Miracle, oui. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble dans une chorégraphie bien rodée, pain grillé, confiture, chocolat chaud, céréales. Quand les 3 grands débarquèrent enfin, Léa fraîche comme une rose, Mathéo ensommeillé, Jules déjà en tenue de foot, la table était prête. L'après-midi, toute la famille se rendit au match de Jules, assis dans les gradins. Nicolas tenait Emma qui applaudissait à chaque fois que quelqu'un touchait le ballon. Même l'équipe adverse, Amélie avait Hugo sur les genoux. Les 2 autres criaient des encouragements incompréhensibles. Quand Jules marqua un but, ils explosèrent tous de joie. Le garçon chercha son père du regard dans les gradins et, quand leurs yeux se croisèrent, il fit un geste de victoire. Nicolas applaudit comme un fou, fier à en pleurer. Sur le chemin du retour, Jules ne tenait plus en place. « T'as vu mon but, papa? T'as vu? Je l'ai vu champion. T'as été incroyable. » Dans le rétroviseur, Nicolas croisa le regard d'Amélie. Elle souriait, ce sourire qui disait « On a réussi », contre toute attente, malgré les erreurs du passé, malgré les cicatrices. Ils avaient reconstruit quelque chose de beau, ce soir-là, après un dîner bruyant où Léa renversa son verre. Tradition hebdomadaire apparemment. Nicolas sortit sur la terrasse. Le lac scintillait au loin sous la lune. Les montagnes se découpaient dans le ciel étoilé. Amélie le rejoignit, 2 tasses de thé à la main. Ils s'assiraient sur les marches, côte à côte. « C'est fou », dit-elle doucement. « Il y a 3 ans, j'étais au bout du rouleau, malade, seule avec 3 enfants et un chariot de fleurs. Et maintenant t'as 5 enfants, un mari et une boutique. Ta vie s'est nettement compliquée. » Elle rit. « Ouais, mais c'est une belle complication. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la paix du soir.
Les cicatrices sont toujours là, tu sais, dit Amélie soudain. Des fois, je repense à ces années où j'étais seule et ça fait encore mal. Je sais, et je suis désolée, pour toujours. Mais je suis contente qu'on soit là, que t'aies eu le courage de revenir. Nicolas prit sa main. C'est toi qui as eu le courage de me laisser revenir. Le cri d'Hugo les interrompit. Maman! Amélie soupira. La trêve aura duré 15 minutes. Record. J'y vais, dit Nicolas en se levant. C'est mon tour. Il rentra dans la maison pleine de vie, de chaos, d'amour. Sa maison, sa famille, celle qu'il avait failli ne jamais avoir. Sur la terrasse, Amélie regardait les étoiles. Le chariot rouillé à côté d'elle débordait de fleurs. Elle sourit. Les fleurs du recommencement, celles qui poussent sur les ruines et les transforment en jardin.